Bonjour, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. Je dois vous dire que, en fait, la journée d'hier et l'avant-midi aujourd'hui, ainsi que la présentation du professeur Duguay m'ont fortement nourrie. Et j'ai ajouté ici et là des éléments dans ma présentation et j'en ai supprimé compte tenu du fait que je me disais, mais mon Dieu, tout a été dit. Je vais faire donc ce qu'on appelle, ce que j'ai appris hier, la redondance pédagogique. C'est Mme Santonjean qui m'a transmis cette expression. Voilà, redondance pédagogique, donc je ferai. Et s'il y a des coquilles, prière de me pardonner, c'est que j'ai ajouté l'information rapidement. Je voulais être certaine de ne pas l'oublier. Alors, voici le nouveau titre de ma présentation, « Vieillir mieux chez soi, la pertinence du numérique et les barrières juridiques et éthiques ». Cette présentation-ci, en fait, découle d'un projet de recherche que j'ai démarré à l'Université de Sherbrooke en collaboration avec une auxiliaire de recherche, Mme Laurence Largenté. Et donc, j'ai trouvé que c'était tout à fait pertinent dans ce contexte-ci de vous présenter les résultats de nos recherches. Donc, un nombre croissant d'études démontrent que les services de soutien à domicile, évidemment, on en a parlé, permettent aux aînés de demeurer autonomes plus longtemps, que cela réduit les taux d'hospitalisation et donc les dépenses en santé. Vous verrez probablement que je fais souvent référence à la notion de dépenses et d'optimisation des services. C'est que j'ai fait une maîtrise en économie de la santé, donc c'est la raison pour laquelle je pense souvent en fonction de la gestion d'un budget et comment on peut avoir plus avec le même budget ou la même chose avec un budget moins important. Chez nous, au Québec, nous avons une politique qui concerne le soutien à domicile et cette politique a été publiée en 2003 et depuis, elle n'a jamais été revue, malheureusement. Et on comprendra que ça fait plusieurs années et donc elle nécessite une mise à jour très importante compte tenu de l'évolution des besoins. Elle est d'ailleurs fortement critiquée. En fait, son application est fortement critiquée, notamment par un avocat bien connu chez nous, Jean-Pierre Ménard, qui représente les usagers du système de santé, qui nous dit dans un de ses articles, le Québec se situe près de la moyenne canadienne relativement aux soins de santé, mais bien en deçà de la moyenne pour les services de soutien à domicile. Le Québec se situe parmi les provinces qui enregistrent le nombre le plus élevé d'utilisateurs par 1000 habitants pour les services de soins de santé à domicile subventionnés par le gouvernement, mais le Québec gravite sous la moyenne canadienne en ce qui a trait aux services de soutien à domicile. Et en fait, si vous prenez connaissance des différentes critiques qui ont pu être publiées dans les médias en lien avec les services à domicile, là, je parle aujourd'hui des aînés, mais nous pourrons aussi inclure dans ce groupe qui bénéficie des services à domicile, évidemment, les personnes qui souffrent de certains handicaps physiques ou psychologiques, bien évidemment, ou qui ont des besoins à la maison. Donc, ces critiques sont très sévères et notre problématique chez nous au Québec, et j'ai compris que peut-être vous aviez un peu le même problème ici en France, c'est les ressources. Et évidemment, les services qui sont offerts chez nous sont en fonction des ressources budgétaires qui, elles, sont variables entre régions au Québec. Donc, il y a une disparité au niveau de l'offre des services à domicile. Par ailleurs, au courant des dernières années, il y a différentes études qui ont été publiées sur les bénéfices liés au numérique et sur la pertinence d'utiliser le numérique pour favoriser le soutien à domicile. Parce que l'on sait que le soutien à domicile donc, permet une réduction de l'utilisation des services hospitaliers et une réduction du taux d'hospitalisation. Parmi ces nouvelles technologies ou ces outils technologiques, j'ai ciblé certains seulement pour les fins de cette présentation et j'ai ajouté hier l'accès au numérique de façon à stimuler l'activité, je dirais, l'activité notamment cérébrale. Et cet élément-là n'était pas dans ma présentation, c'est que j'ai voulu faire écho à la présentation de Mme Guillemard, si je ne me trompe pas, qui a présenté des chiffres et il y avait une question en lien avec la segmentation de ces chiffres-là, qu'est-ce qui se rapportait plus particulièrement un groupe ou un autre groupe de personnes. Donc, j'en ai profité pour vous donner les chiffres en ce qui concerne l'accès au numérique à l'Internet de façon générale chez nous au Québec. Par la suite, je vais vous parler aussi de la pertinence d'avoir une plateforme numérique accessible
aux personnes âgées, mais aussi aux proches aidants, afin de bien connaître les services communautaires qui sont offerts. Donc, c'est quelque chose qui paraît un peu simple comme idée, mais les services communautaires chez nous sont ceux qui permettent notamment les formations, comprendre mieux comment fonctionne le numérique, et qui permettent les centres de jour, donc qui permettent l'activité pour les personnes âgées, mais aussi le répit pour les aidants. La téléconsultation, on en a amplement parlé, la télésurveillance et ce que j'appelle le monitorage. Donc, j'en parlerai plus spécifiquement un peu plus tard. Je vais vous parler aussi des robots. Bien que toutes ces technologies-là peuvent faire appel ou non à l'intelligence artificielle, j'ai mis de côté le sujet des robots pour y inclure les chatbots et les robots d'assistance. Donc, l'accès au numérique, ça, c'est une étude qui a été publiée par un groupe de recherche chez nous qui s'appelle le CIFRIO, donc en 2018. C'est les chiffres que j'ai pensé qui pouvaient peut-être être pertinents pour vous, compte tenu de ceux que vous aviez reçus hier en lien avec la situation française. C'est assez encourageant, en fait, et ça semble assez positif lorsqu'on lit l'étude du CIFRIO. Il y a un intérêt de plus en plus important de la part des personnes âgées à utiliser les outils technologiques et le numérique. Et l'accès est de plus en plus facile et ne semble pas, en fait, être le principal frein à l'utilisation du numérique par les personnes âgées. Ici, vous avez, en réponse à la question, c'est Chantal. Bon, ça répond à ta question ici au niveau de l'utilisation hommes-femmes par catégorie d'âge, par région, mais aussi en fonction du niveau de scolarité, du revenu. Et donc, on a une meilleure idée ici en termes d'accès et d'utilisation. Et de façon générale, on dira qu'il y a peut-être 20% des personnes âgées qui n'utiliseront pas la connexion numérique. Et les raisons qui expliquent cet état de situation, donc ce n'est pas, comme je vous le mentionnais, la problématique liée à l'accès nécessairement, mais plutôt la problématique liée, je vais revenir à cette diapo un peu plus tard, c'est plutôt la problématique, selon cette étude du CIFRIO, liée à la perception, donc Mme Guillemard le mentionnait, à la perception quant à l'utilité de la technologie. Donc, est-ce que c'est vraiment utile pour moi que d'apprendre à utiliser cette technologie? Et l'autre facteur de résistance concerne l'image dévalorisante qui émane de l'utilisation de la technologie. Et là, je pense, par exemple, c'est M. Pérez, je crois, qui a présenté le téléphone avec les grosses touches et tout. Donc, est-ce que le fait pour moi d'avoir un téléphone avec des grosses touches, avec des images, envoie une image à l'effet, une image péjorative ou dégage une image de moi comme étant une personne avec des moyens maintenant limités? Donc, vous y avez fait écho dans votre présentation aussi, professeur Duguay, toute la question de la dignité. C'est un facteur de résistance, en fait, à l'utilisation des outils technologiques. Et évidemment, bien une problématique, c'est aussi tous les risques liés au cyberrisque. J'utilise l'expression utilisée par M. Franco plus tôt aujourd'hui. Donc, il y a des personnes âgées qui ne voudront pas utiliser l'Internet parce qu'elles ont peur des risques d'arnaque ou des virus, tandis qu'il y en a d'autres qui vont l'utiliser sans y penser. Cette petite diapo vous montre en fait le pourcentage d'utilisation des types de technologies. Donc, 22% utilisent actuellement des objets ou des outils numériques pour suivre leur santé. 35% se sentent à l'aise pour faire des appels vidéo avec un professionnel de la santé ou tout autre intervenant de leur communauté. Et 55% sont intéressés à considérer au moins un outil numérique afin de rester autonome le plus longtemps possible. Donc, voici un des bénéfices liés au numérique. Évidemment, c'est le fait de rester connecté. On l'a mentionné. Le numérique et les actions communautaires ou l'action communautaire. Dans le cadre de nos recherches, on a travaillé beaucoup sur... on a étudié beaucoup le réseau communautaire chez nous au Québec. Comment est-ce qu'il permet de faciliter le soutien à domicile? Et il s'est avéré que l'offre communautaire
autant elle pouvait être intéressante dans différentes régions du Québec, autant elle était inconnue par plusieurs personnes âgées qui n'ont ou pas accès à Internet ou par les proches aidants. Et il y a beaucoup d'initiatives chez nous qui existent. On a les villes, Amis des aînés, il y a plein de belles initiatives. Il y a certains organismes communautaires qui offrent des centres de jour. Donc, c'est possible, par exemple, pour le proche aidant, d'aller porter sa mère ou son mari au centre de jour. Il y passe la journée. Il peut faire, par exemple, il y a des groupes de discussion, des groupes de lecture. Il y a certains centres de jour où on fait de la cuisine. Donc, c'est très bien pour rester éveillé. Et le soir, le proche aidant va chercher la personne âgée. Donc, ça permet au proche aidant de continuer à travailler pour ceux qui travaillent et ça donne un répit. Mais ces centres de jour-là ne sont pas toujours connus et surtout, ils ne sont pas existants dans chacune des régions. Donc, chez nous, ce qui n'existe pas, c'est une seule plateforme numérique qui nous permet de voir dans son ensemble quels sont les services communautaires offerts dans chacune des régions et de pouvoir aussi comparer l'offre. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe ici, mais à mon avis, c'est quelque chose qui devrait exister. Ça existe? Oui, bon, voilà. Ça ne fonctionne pas. Bon. Nous ferons une étude comparée. Donc, il y a un problème au niveau de la transparence de l'offre et une raison aussi qui explique la disparité des services, c'est qu'il existe en fait actuellement certains établissements de santé qui ont des liens contractuels avec les organismes communautaires, mais ces liens contractuels ne sont pas les mêmes, encore une fois, de région en région. Donc, transparence, le terme transparence serait à privilégier à cet égard-là. La téléconsultation. Donc, j'ai ici mis en rouge les éléments sur lesquels on avait moins insisté depuis hier matin. Pour que je puisse peut-être passer un petit peu plus de temps ici aujourd'hui avec vous pour vous expliquer la situation québécoise. Donc, on a déjà parlé de la téléconsultation ce matin amplement. Pour votre information, au Canada, en 2016, 870 267 consultations en distance entre patients et médecins se sont tenues, contre 187 385 en 2010. 47 millions de kilomètres de déplacement et 70 millions de dollars en frais connexes auraient été épargnés grâce à la télésanté en 2010. Et évidemment, il existe des bénéfices aussi pour les proches aidants. Quels sont les enjeux? Et pour les fins de cette communication, je préfère insister sur les enjeux et sur les défis plutôt que sur les problèmes liés à l'intégration du numérique destiné aux personnes âgées. Donc, les enjeux, on en a parlé, c'est les enjeux au niveau éthique et déontologique, mais sont-ils de vrais enjeux? Le Collège des médecins, chez nous, reconnaît les bénéfices liés à la téléconsultation. Et comme ici, quel est le conférencier? Le conférencier qui nous parlait de l'espace spatial, je ne me souviens plus de son nom, il nous indiquait que, en fait, nous disons que dans le code d'éthique ici des médecins ou le code de déontologie, j'imagine que c'est la même chose que chez nous, on parle déjà on ne fait pas de distinction et les éléments déontologiques qui sont déjà applicables à un service médical seront ceux applicables lors de la téléconsultation et c'est la même chose pour chez nous. La position du Collège des médecins est au même effet. Par ailleurs, il existe une difficulté qui est la question de l'accès. Lorsque je vous parle de téléconsultation, ici, je ne parle pas de téléexpertise. Je parle vraiment de la téléconsultation qui permettrait à la personne chez elle de consulter son médecin à distance afin d'avoir, par exemple, une discussion avec lui relativement à un renouvellement de prescription. À l'heure actuelle, pour faire ça, chez nous, les personnes doivent se rendre dans le cabinet du médecin. Et donc, ça peut prendre une semaine ou deux, on a un rendez-vous, on se rend, on va voir le médecin. Ou ça peut être autre chose de complètement différent. On pense qu'on a un strep, on voudrait parler à notre médecin, juste faire un test diagnostique. Peut-être que ce test-là est disponible en pharmacie, plutôt que de se rendre chez le médecin qui n'a peut-être pas de disponibilité. On va décider de se rendre à l'urgence, où là, on va attendre 12 heures, on va être en contact avec des gens qui ont l'influenza, la gastro, on va ressortir de là avec un autre problème.
Ben, c'est ça, exactement. Donc, chez nous, une consultation médicale avec un médecin de famille est impossible parce qu'elle n'est pas couverte par notre régime d'assurance maladie. Donc, on disait dans une des présentations que maintenant, c'est quelque chose qui est reconnu comme acte dans la loi française, mais ma compréhension, c'est que cet acte-là sera reconnu que s'il est en présence ou s'il est recommandé par un autre médecin ou un professionnel de la santé. Donc, nous, rien de ça n'est possible. Par ailleurs, c'est possible lorsque vous bénéficiez d'une assurance privée. Donc là, il y a un problème ici, à mon avis, d'équité en termes d'accès. Et donc, je voulais mettre ce point en relief. J'insisterai pas sur les autres critères. Si vous avez des questions, vous me les poserez lors de la période des questions. En ce qui concerne la télésurveillance, je vais ici exclure tout ce qui concerne les outils de repérage. Je pense que Mme Duguay en a parlé amplement. Je vais plutôt vous parler des outils de télésurveillance qui permettent un suivi à distance du patient afin de favoriser notamment une meilleure gestion des maladies chroniques. Donc, les bénéfices sont de plus en plus ressortent de plus en plus dans la littérature et on l'a aussi mentionné depuis hier, les bénéfices liés à la télésurveillance, meilleure prise en charge donc des maladies, notamment aussi des patients atteints d'Alzheimer et aussi réduction de l'anxiété des personnes âgées et des patients qui en bénéficient parce qu'on sent que quelqu'un prend en charge notre santé à distance. Par ailleurs, les enjeux chez nous, c'est l'intégration de ces nouvelles technologies dans la pratique. Les médecins, à l'heure actuelle, tendent à vouloir les utiliser, mais la difficulté est encore une fois la reconnaissance des actes et la possibilité donc pour les infirmières de pouvoir utiliser ces technologies-là, mais la non-reconnaissance de cette possibilité pour les infirmières de pouvoir les utiliser. Donc, voilà un enjeu. Aussi, un autre enjeu au niveau du coût et de la continuité des soins. Chez nous, les établissements de santé ont une obligation de continuité de soins. Lorsqu'un patient quitte l'hôpital, on doit poursuivre l'offre de soins. Donc, la question ici qui se pose, c'est à partir du moment où la technologie est disponible pour favoriser la prise en charge du patient hors établissement, est-ce que cela implique ou entre dans la définition de continuité de soins et donc avons-nous l'obligation comme gouvernement, disons que je fais partie du gouvernement, mais ce qui n'est pas le cas, avons-nous l'obligation d'offrir la technologie? Donc, un autre enjeu, les robots. Je voulais vous parler ici des chatbots. On n'en a pas beaucoup parlé. Donc, c'est les outils qui fonctionnent souvent soit avec du machine learning ou du deep learning. Ici, je vous donne deux exemples. Vous avez l'application Babylon qui est un peu... Ici, vous avez un service, je ne me souviens plus si c'est le 511 ou quelque chose du genre. Nous, c'est le 811. Lorsqu'on compose le 811, on discute avec une infirmière qui nous dit « Ah, vous avez tel symptôme, c'est peut-être une gastro, vous devez rester à la maison, attendez 24 heures. Si ce n'est pas passé, rendez-vous à l'urgence. » Info santé, voilà. Donc, c'est une infirmière qui nous donne un semi-diagnostic, bien qu'elle n'ait pas le droit de nous donner de diagnostic. Donc, cette application fait un peu la même chose, sauf qu'il s'agit d'un professionnel de la santé qui est virtuel, qui nous dit, ben, vous avez tel symptôme, restez à la maison, vous avez tel symptôme, rendez-vous à l'urgence. Cette application-là, elle a été introduite en Angleterre pour la première fois et il y a eu une entente qui a été conclue à l'époque avec le NHS et la compagnie qui avait développé l'application. Et en fait, ce que l'on voulait, c'était prioriser les patients à l'urgence qui recevaient un diagnostic en utilisant cette application et le diagnostic était rendez-vous à l'urgence. Donc, les patients qui recevaient ce diagnostic pouvaient se rendre à l'urgence et passer de façon prioritaire. Mais là, la problématique, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que ça a fonctionné? C'est que les patients ont accru, en fait, leurs symptômes de façon à obtenir le diagnostic pour passer de façon prioritaire. L'autre application, c'est, si vous voulez, un psychologue virtuel. C'est le WeBot qui a été créé par une start-up à San Francisco. Et c'est une application qui permet une discussion
avec le robot qui nous guide afin d'apaiser nos anxiétés. On a testé l'application auprès d'étudiants et elle s'est avérée positive en période d'examen pour diminuer les symptômes liés à l'anxiété. Et semble-t-il qu'avec les enfants autistes, c'est aussi une application qui a très bien fonctionné. Donc, bref, les bénéfices, semble-t-il, pour certaines personnes, ces applications permettent de diminuer l'anxiété et les symptômes liés à la dépression. Évidemment, elles peuvent limiter les déplacements qui auraient été évitables. Elles peuvent limiter la solitude. Et aussi, certaines personnes préféreront parler à un psychologue virtuel plutôt qu'un psychologue humain pour éviter le jugement. Donc, en étudiant ce robot-là, le Weebot, on s'est rendu compte que certaines personnes n'allaient tout simplement pas consulter, alors que ces mêmes personnes-là utilisaient l'application. Les enjeux, consultation non requise, je vous donne l'exemple de Babylone. Évidemment, si on accroît nos symptômes et on nous dit aller à l'hôpital alors que ce n'est pas requis, on a des consultations non requises. Quelle est la fiabilité de ces applications-là, parce qu'elles ne sont pas homologuées chez nous par Santé Canada? Et quelle est la responsabilité aussi des concepteurs en cas de dommage? On a peu parlé de responsabilité au courant des 2 dernières journées. Donc, quelle est la responsabilité si, par exemple, le Weebot dit vous avez un gros problème de dépression. Puis comment la personne qui a la communication avec le robot reçoit ce diagnostic? Est-ce qu'il y a un dommage qui est créé, psychologique, par exemple? Au Canada aussi, nous n'avons pas les mêmes règles que vous en ce qui concerne la confidentialité des données et la gestion de la vie privée. Vous avez maintenant le RGPD. Nous devrions avoir une loi qui est amendée, j'imagine, j'espère, bientôt. Et donc, bien que l'on protège l'information personnelle qui permet d'identifier une personne, il demeure que s'il y a des bris au niveau de la confidentialité, les pénalités sont complètement différentes des vôtres. Ici, on parle de 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise et chez nous, c'est environ 10 000 $. Donc, rapidement, les robots d'assistance. Je vous ai mis ici la photo d'un chercheur qui s'appelle François Michaud, qui développe un télérobot chez nous à l'Université de Sherbrooke. Vous avez les CareBots au Japon qui sont utilisés pour offrir des services à domicile. Et je vous ai mis par où on a parlé déjà du PHOC, mais le voilà en photo. Donc, on a déjà parlé des bénéfices. Encore une fois, j'axerai sur 2 enjeux, la question de la responsabilité des concepteurs et la question de l'accès. Donc, on comprendra que l'utilisation de ces robots-là peut s'avérer coûteuse. Donc, qui pourra se les offrir? Et est-ce qu'on parlera d'achat ou de location? Et tout ça pourra jouer au niveau de la qualification de la responsabilité. On n'a pas parlé de ce robot, Henri. Hein? Un robot sexuel. On n'en a pas parlé. Mais qu'en est-il de la volonté des personnes âgées d'utiliser ce robot lorsqu'elles seront en résidence? On n'en a pas parlé. Hein? Donc, tout le concept de vie privée, mais le concept de dépendance aussi. Puis, on a parlé de la relation. Hein? Est-ce qu'on devrait juger cette relation-là comme étant une relation qui a une valeur moindre que celle qui pourrait être créée avec un humain? Donc, je soulève la question à des fins de discussion peut-être. Voilà, je vous fais un résumé des différents plus et des différents moins liés à toutes ces nouvelles technologies. Donc, j'en ai évidemment, il y a certaines technologies dont je n'ai pas parlé aujourd'hui. On a parlé, je crois que c'est M. Pérez encore qui nous disait, mais il faut faire attention, on voyait la dame sur le fauteuil, puis on disait, oui, mais toutes ces nouvelles technologies-là font en sorte qu'on fait peut-être moins d'efforts. Les proches feront peut-être moins d'efforts pour ne pas se rendre et voir la personne. En même temps, il faut penser aux bénéfices. Donc, il y a quand même des bénéfices liés aux nouvelles technologies et ça, c'est ce qui permet aux personnes de travailler leurs neurones pour retarder l'apparition des symptômes liés à la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un peu comme n'importe quoi. Hein? Je vous ai mis la photo du micro-ondes parce que moi, ma grand-mère, lorsque le micro-ondes
est arrivé sur le marché. Il est resté sur son comptoir, je crois, pendant 20 ans, avec une tasse dedans, parce qu'elle avait peur des ondes qui pouvaient s'en dégager. Et ça créait vraiment une crainte pour elle. Donc, il faut voir les nouvelles technologies comme des avancées qu'il faut bien réguler. Il faut pouvoir voir les bénéfices, mais bien les réguler, peut-être comme on a fait avec le clonage, pour éviter que les esprits malsains s'en emparent et finalement qu'on fasse en sorte d'avoir une vie qu'on n'aurait peut-être pas voulu. Donc, il s'agit simplement de bien les réguler. Voilà. Merci. Le point qu'elle a fait, moi, des fois, je vais à des choses sur l'accès à la santé, l'accès aux droits, l'accès à ci. Et là, il y a les experts. Alors, les gens qui sont dans les services administratifs, les gens qui mettent en place des trucs pour les personnes âgées. Et là, ils expliquent tout ce qu'ils ont. Ça a l'air, tu sais, ça a l'air de Walt Disney, ça a l'air merveilleux. Et quand on rencontre les clientèles, comme Mélanie a dit, c'est mal connu. Alors, il y a quelque chose, hein? Il y en a des choses, comme tu as dit, pour aider les personnes âgées. Et quand tu rencontres les utilisateurs, ils ne les connaissent pas. Alors, moi, je dis à ces gens-là, bien, vous avez un problème. Mais non, on n'a pas de problème. Ils n'ont qu'à venir. Oui, mais pourquoi ils ne viennent pas? Là? Cet espace là, de participation, il faut examiner pourquoi ils ne viennent pas. Donc, ça, c'est vrai. L'autre chose, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on n'utilise plus les aidants naturels. Le terme maintenant, c'est les proches aidants. Très souvent, ce ne sont pas nécessairement les familles, mais ça peut être des familles éloignées ou des gens qui habitent pas loin ou comme ça. Alors maintenant, c'est proche aidant qui est le terme connu et c'est plus aidant naturel. Alors ça rejoint un article que j'ai fait pour ta revue, Les pièges des mots, mais je voulais faire ces deux petites précisions. Alors maintenant, on prendrait peut-être quelques questions, parce que si vous remarquez, on a encore un agenda assez long à terminer avant 10 heures ce soir. Donc, alors on prendrait peut-être 2 ou 3 questions. Chantal? Merci pour ta présentation. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses que j'ignorais de chez nous. Mais il y a une chose, tu as soulevé la question d'Henri. Puis moi, pendant ces 2 jours-là, j'ai pensé à un siège que j'avais vu qui est fabriqué en France, ici, pour les personnes handicapées ou âgées, pour avoir des relations sexuelles avec des partenaires ou de l'autosexualité. Et personne, à part toi, moi, je voulais en parler, mais je n'avais pas de place, a parlé de ça. Puis ça me semble important, parce que la masturbation, c'est aussi un déstressant, un anti-angoissant, ou la sexualité, le rapport avec l'autre ou avec soi. Puis, comment on va faire si on est toujours surveillé, mais qu'on veut l'être aussi? Il faut trouver, je pense, des zones d'intimité, mais pas si je m'en vais là. Ah ben, on sait bien, hein, là. Non, non. Mais comment on parle de dignité? Mme Duguay en parlait tout à l'heure. Je pense, c'est quoi ton avis là-dessus? Je me posais justement la question parce que je me disais, chez nous, nous avons eu, tu sais, on a eu la discussion des caméras, puis on en a parlé au souper hier. En fait, les caméras en résidence sont possibles dans la mesure où la personne a donné son consentement. Puis je ne sais plus, oui, je crois que c'est M. Franco qui a mentionné ça, mais il y a aussi les personnes âgées qui veulent se faire des gentillesses. Donc, je me suis dit, mais si la caméra est toujours ouverte, on sait qu'un tiers, probablement notre fille ou notre garçon, peut nous voir de temps en temps. Moi, ça ne me tente pas que ma fille ou mon garçon me voie. Puis là, je me disais, est-ce qu'à ce moment-là, la caméra doit être à un certain endroit? Mais si elle est à un certain endroit, ça veut dire qu'on ne peut pas tout voir. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Mais là, évidemment, ça ne fait pas subtil de l'arrêter pendant 10 minutes puis de repartir la caméra. C'est vraiment une bonne question et je n'ai pas de réponse. Puis je ne sais pas s'il y en a, si professeur Duguay, vous avez pensé à cette situation-là. Comment trouver l'équilibre? Je m'excuse, je vous relance la question finalement. Je suis désolée. Avec moi, de toute façon, on ne vous a pas posé les questions, alors restez avec moi.
Alors bien entendu, c'est une question, il y a deux aspects que je n'ai pas soulignés, c'est les questions de la sexualité, les questions de la spiritualité, etc., de tout ce qui est... voilà. Donc ces questions-là, dans le temps, ça m'a limité. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Chantal, ce qui a été dit, et ce qui a été dit ce matin par M. Franco, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été écrites sur la sexualité des personnes âgées. De la même façon, sans faire de lien, mais on a la même situation avec la sexualité des détenus, etc. Donc, je pense que c'est quand les gens sont de manière contrainte dans un lieu où ils ne disposent pas de leur liberté d'aller et venir et de leur liberté de mouvement. Et à la limite, dans mon papier, quand je l'écrirai, dans liberté de mouvement, il y aura ces questions-là, il y aura la réflexion. Hein. Mais je pense que l'information est dispersée. Je ne veux pas dire que ce soit contradictoire, mais l'information est dispersée. Parce que je ne sais pas, M. Franco parlait des gâteries ce matin, ou je ne sais plus comment il l'a exprimé, mais c'est quelque chose qui préoccupe, qui a toujours préoccupé les établissements. J'ose pas dire aussi en psychiatrie, puisque là, il peut y avoir voilà, et non, notamment pour des mineurs, etc. Il y a énormément de questions par rapport à la sexualité qui fait partie de la vie privée, quels droits on doit avoir. Et je pense que si on revient à ce que j'ai essayé d'expliquer, ce qui est un petit peu sous-tendu dans cette notion qu'il y a une autonomie qui est progressive, ils n'ont pas une liberté, ils peuvent faire un certain nombre de choses, ces activités fondamentales, comme le droit d'exercer une religion, etc., ce sont les activités de la personne. Et donc, quand on dit les autres ont un droit de regard, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça peut vraiment se discuter, mais je vous promets, je le mettrai dans mon papier écrit. Oui, c'était sur un autre domaine, bien que ce domaine de la sexualité soit un petit peu tabou chez nous. C'est pas évident d'en parler dans les structures. Ne serait-ce que parce que l'opinion des familles et l'opinion des soignants divergent par rapport à la sexualité des anciens, quoi. C'est très difficile pour les enfants qui sont devenus responsables de leurs parents, qui sont intéressés surtout, mais de donner un avis sur la sexualité de leurs parents. C'est compliqué. Mais moi, j'avais une question, je ne veux pas changer de sujet, mais Madame Duguay, vous avez parlé d'autonomie fictive. Ouais. Et je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça me paraît intéressant. Est-ce que vous pouvez approfondir ? Alors, ce que je voulais dire par autonomie fictive, effectivement, c'est en fait qu'on a l'impression que ces gens sont autonomes. Mais en réalité, ils ne sont pas tellement autonomes puisqu'ils ont des dispositifs, ils sont suivis par ailleurs. Je ne vais pas dire qu'ils ont une oreillette pour leur dire il faut dire ça ou pas, mais c'est ça. Je veux dire qu'avec tous ces capteurs, d'une certaine manière, certaines personnes ont une autonomie qui paraît fictive. Mais est-ce qu'on peut accepter cette idée qu'au fond, ils ne sont pas vraiment autonomes, mais à la limite, c'est ça qu'on veut leur donner. C'est vers ça que ça tend, l'assistance. L'assistance, elle est là pour leur donner, qu'ils puissent continuer à vivre et avoir que la société est sur eux le regard d'une personne autonome. Donc, je pense que là, il y a toute une réflexion qu'on peut faire par rapport à la notion de handicap et par rapport à la notion de défaillance. Et j'aime pas trop dire les personnes âgées, c'est des handicapés. Bon, non, pas du tout. Mais je crois qu'il y a pas mal de réflexions qui sont faites sur l'éthique, tout ce qui est lié à la situation de handicap, à l'image du handicap, à l'exclusion. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont liées au handicap que l'on peut effectivement montrer. Et donc, vous avez des gens qui mettront une prothèse, qui ont perdu une jambe, qui mettront une prothèse, et puis il y a des gens qui disent non, moi je veux qu'on sache, qui vont marcher avec des béquilles, qui disent moi je veux qu'on sache que je suis comme ça, et on m'accepte comme ça. Et donc je crois aussi que quand j'ai parlé de la pompe à insuline, on pourrait digresser là-dessus en disant effectivement il y a des choses que l'on peut cacher, mais son intimité, c'est aussi l'intimité du couple. Voilà. Donc voilà par rapport à cette autonomie fictive. J'avais compris l'inverse. Quand on parle d'autonomie, aujourd'hui le mot peut poser des problèmes. Disons l'indépendance. Tous les travaux de l'OMS
sur le handicap, et notamment la dernière classification du handicap, la classification internationale du fonctionnement. Tout ce qu'on fait dans le domaine de la réadaptation, mais aussi de la gériatrie, c'est d'aider les gens à fonctionner. On n'est plus dans le paradigme hippocratique. Les gériatres ne cherchent pas à guérir les maladies chroniques. On est dans la compensation ou la prévention, ce qui est le même combat d'ailleurs. Sauf que la compensation, elle est rémunérée et la prévention ne l'est pas. Mais enfin, il faut mieux dire que c'est la même chose, comme ça on peut payer les deux. Ça, c'est une parenthèse. Mais tout le combat de la gériatrie et donc des technologies d'assistance, c'est de ramener les personnes sur la ligne du fonctionnement. C'est-à-dire que les technologies sont là pour les aider à compenser ce déficit de fonctionnement. C'est toute la base de ce qu'on fait en gérontologie, en gériatrie et avec ces modes d'assistance. Donc, au contraire, avec ces assistances, les gens retrouvent leur indépendance, d'accord ? Je croyais, quand vous parliez d'autonomie fictive, vous pensiez à ces gens qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple, à qui on dit oui, oui tout le temps, mais on ne fait rien pour eux. Ça, c'est de l'autonomie fictive, c'est-à-dire que, bonne pratique, on demande toujours l'opinion de la dame ou du monsieur avant de faire ci, avant de faire ça, mais en réalité, on fait bien ce qu'on veut. J'avais compris que c'était plutôt ça, l'autonomie fictive. Il n'empêche que pour revenir à un certain fonctionnement, ça fait référence aussi à une certaine normalité. Il y a l'acceptabilité d'un certain nombre de comportements dont tu viens de parler. La famille a du mal éventuellement à considérer que la personne âgée qui se trouve là puisse avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes qu'elle ne connaît pas, etc. Et donc ça demande une discussion éthique très forte sur est-ce que la personne est d'accord qu'on en discute ou pas, comment on fait des groupes, parce que ça existe ça, des groupes où on annonce, on parle de la santé, dans la santé psychique, il y a la santé sexuelle aussi, qui, par rapport à des aidants, par rapport à des familles, annonce un certain nombre, c'est-à-dire comment on travaille sur les autres pour qu'il y ait cette accessibilité qui permet l'autonomie de la personne et qu'elle soit effective. Mais on va peut-être passer maintenant au prochain. Parce que là, c'est présentation, donc ça